Bonjour chère Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même associé à la fête. Hein, c'est l'alcool. C'est quand même, bon, c'est vrai qu'on boit du vin aussi dans des moments difficiles de la vie. Et c'est bien ça qui est le problème, hein, puisqu'il ne faut pas se laisser aller. Mais aussi, il ne faut pas se laisser aller quand on fait la fête. Hein. Donc c'est quand même quelque chose... Voilà, et c'est un grand piège, cet alcool. Et on a dit la dernière fois que le tabac était un antidépresseur et que... avait un effet, oui, sur voilà, le cerveau, voilà, comme un antidépresseur. Un effet antidépresseur. Et en revanche, l'alcool avait un effet anxiolytique. Oui. Alors, je vous laisse vous exprimer sur ce phénomène de l'alcool, qui est quand même assez caractéristique des Français, de la French Riviera qui font la fête. Les Français, les personnes qui voyagent, notamment au niveau des jeunes, il y a beaucoup de pays où on boit beaucoup, hein, sauf que dans beaucoup de pays, c'est de la bière. Oui. En France, c'est plus du vin, mais il y a énormément de pays où il y a des consommations importantes d'alcool. Et notamment pour tout ce qui est les adolescents, un peu partout dans le monde, il y a une forme d'alcool un peu particulière, c'est le concours qui va être sous le plus vite. Donc souvent c'est associé à des consommations sucrées pour augmenter le taux rapide d'alcool, et du coup il y a peu de communication et c'est peu convivial finalement, puisque le jeu c'est qui va être sous le plus vite, et après on va dormir sur le canapé. C'est quelque chose de particulier quand même, qui peut être très dangereux. Moi j'ai une amie, malheureusement, son fils étudiant en médecine qui avait brillamment réussi. Il a fait la tournée avec les copains des bars de Nice et il est tombé sur le trottoir, trauma crânien, hémorragie cérébrale, et sa vie est foutue, quoi. Hein. Et du coup, il n'y a plus le côté convivial. Ah non, là on perd tout de suite. Descendre, quoi. Hein. Oui. Descendre les gardes, les services d'urgence, à partir du vendredi soir, ils doublent les gardes à cause de ça. Le nouveau phénomène aussi, c'est que les filles font pareil que les garçons. Alors autant je suis vraiment pour l'égalité sur plein de plans, mais là, vouloir faire aussi mal que les garçons, je ne sais pas si c'est bien. Mais en tout cas, les filles boivent autant. Et il y a une injustice chez les femmes et chez les filles. Il y a des problèmes de santé pour une consommation régulière à partir de 2 verres par jour chez les femmes. 2 verres, c'est vite fait. On compte en verres, hein, quel que soit ce qu'il y a dans le verre, que ce soit de la vodka, du vin, de la bière, c'est compté en verres, point de vue médical. Et à partir de 3 verres par jour chez les hommes. Et par contre, quand on fait la fête, comme vous disiez tout à l'heure, à partir dans la même soirée, le même moment, 4 verres, il y a vraiment des risques de santé, notamment si on conduit, puisqu'il faut 1 heure pour éliminer l'effet d'1 verre. Mais même des fois, le taux d'alcool est encore présent dans le sang le lendemain matin. Oui, alors, ça c'est des chiffres statistiques, mais après, selon l'état du foie, l'état de santé, si la personne prend d'autres médicaments, et il y a une inconscience. La semaine dernière, j'ai encore vu une nouvelle personne et qui va vraiment pas bien et qui du coup a augmenté sa consommation le soir, et le lendemain elle prend le scooter, elle prend le scooter et elle emmène son petit en plus, hein. Mais il y a un manque de conscience, parce qu'il y a beaucoup de personnes, le problème d'alcool pour les personnes souvent c'est moi je le gère parce que je suis pas sous. Il y a des personnes, de toute façon, elles sont tellement habituées, elles ne le seront jamais, mis à part si vraiment... Non, mais c'est comme certaines personnes qui vous disent « Moi, j'ai pas besoin de me faire aider, je me psychanalyse moi-même. » Ça m'a toujours sidéré. Les gens, ce sont ceux qui font le déni le plus... C'est vrai que l'effet anxiolytique est très présent. Beaucoup de personnes augmentent la consommation quand elles sont dans des périodes stressées. Alors, la définition de l'anxiété. Oula, ça c'est une colle, ça. Comment vous... Mais moi, je demande aux personnes, quand elles me disent j'ai des angoisses, parce que beaucoup de personnes, notamment en Occident, sont coupées de leur corps. Donc je leur demande, mais qu'est-ce qui... Un peu, là, je leur dis je vous crois, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez une angoisse? Où est-ce que vous la ressentez? Dans quelle partie du corps? Et qu'est-ce que ça fait? Et souvent les personnes, c'est pas facile pour elles de répondre à cette question au départ, mais finalement, en introspection, quand elles s'intériorisent un petit peu, elles arrivent à définir qu'est-ce que c'est. Donc ça peut être la peur,
Il y a souvent la peur. Il peut y avoir une peur tapis derrière ce qu'on appelle Alors, une la angoisse. peur, une angoisse, c'est une peur dont le motif n'est pas identifié. Déclenché. En général, il y a la séquence, mis à part quand il y a un stress qui arrive du monde extérieur. Ce qui finalement est assez rare par rapport pour ce qui procure des angoisses. Il y a une pensée, donc c'est négative, qui arrive. La personne, elle se laisse embarquer par la pensée négative. Ça lui donne une émotion qui donne ensuite un symptôme. Mais parfois, ça peut aller très vite. Ouais. Et le symptôme, le corps, il parle, et donc il parle par un symptôme de stress. Et le stress, physiologiquement, il y a une contraction des artères. Et du coup, il y a des serrements, des sensations de serrement un peu partout dans le corps, le cœur qui babite, des transpirations, etc. Ou ça peut être aussi les angoisses quand c'est très chronique. Les personnes sentent dans tout le corps une espèce de quelque chose de très diffus mais inconfortable. Il y en a qui sentent une boule à la gorge, qui peuvent même donner mal au ventre. Enfin, le corps parle de façon polymorphe. Oui, le corps trahit il parle la détresse. Oui. De la même manière pour une personne. Mais c'est vrai que moi je travaille beaucoup en repassant par le corps, parce que le corps c'est le plus important. Oui, bien entendu. Alors donc, quand on a peur, on peut dire que j'ai peur de quelque chose et on identifie l'objet de la peur. Quand on dit, voilà, je suis angoissée, c'est une peur dont on ne connaît pas l'objet. Alors il y a plusieurs formes d'angoisse. Il y a des personnes qui dès leur vie, même, là on va partir un peu dans la psy, oui. Mais qui ont imprimé des peurs de leur mère, même quand elles étaient dans le ventre, in utero. Et ça, il faudrait le dire à toutes les mamans qui sont enceintes, c'est que le bébé déjà se forme une idée d'une image du monde avec les émotions de sa mère. Et à partir de 2 mois et demi de grossesse, l'embryon ressent les émotions de sa mère. Donc si la mère a une émotion négative, ou si elle n'est pas bien, elle peut quelque part un peu envoyer l'information à son bébé en lui laissant la liberté que lui peut vivre autrement, en disant maman est triste, mais toi tu verras, tu pourras voir la vie en rose et puis ça passera, etc. Ce qui fait que déjà le bébé, ça évite l'empreinte in utero, et aussi dans les premières années de la vie, le bébé et l'enfant forgent ce qu'on appelle son image du monde, notamment en fonction de ses parents et de ce qu'ils disent sur le monde. Et de s'aligner. De s'aligner aussi. Alors là, on parle aussi en transgénérationnel. Alors là, on va pouvoir partir on peut pas trop. Mais en tout cas, donc ce qui fait qu'il peut y avoir des fausses angoisses qui ont été imprimées dans l'enfance et qui peuvent être un peu sans objet. Ce qui est très dérangeant pour les personnes d'ailleurs, parce que les angoisses sans objet, elles peuvent être dans un contexte. Moi, j'ai des personnes qui me disent, par exemple, j'ai un conjoint merveilleux, j'aime mes enfants, j'ai un bon job, et pourtant je ne vais pas bien. C'est encore pire parce qu'elles ne savent pas d'où ça vient. Encore une fois, c'est bien ça vient de longtemps, mais peut-être ça peut être des fausses angoisses qui leur appartiennent aucunement. Oui, mais donc là, il y a un travail de rendre aux ancêtres, à ses parents, etc. Voilà, mais aussi d'aller se faire aider par un psychologue ou un psychothérapeute. Par contre, il peut y avoir des angoisses quand la personne est... parce que je vois énormément de personnes qui sont ou à la frontière ou qui ont déjà fait un burn-out et qui sont liées aux conditions de travail de maintenant. On demande aux personnes des choses que le cerveau ne peut pas encore vraiment faire, quoi. Ou quand il y a harcèlement moral au travail et la personne qui fait des cauchemars toutes les nuits parce qu'elle s'imagine au travail au lieu de récupérer dans le sommeil, ou qui part la boule au ventre et qui est comme ça quand elle va travailler. Là, c'est un travail soit apprendre à se protéger, puisque c'est un stress prévisible, comme on peut faire par exemple en préparation mentale en sophrologie, ou alors éventuellement partir de ce travail toxique pour aller ailleurs. Là, les angoisses partent. Donc il y a vraiment les 2 formes d'angoisse, mais qui donnent les mêmes symptômes. Alors l'anxiété, pour lui donner une définition, on pourrait dire quoi? Une pulsion de mort, une crainte de quoi? Un sentiment mortifère? C'est en tout cas un sentiment, une sensation inconfortable, qui colore la vie quotidienne. Oui, mais alors ça ressemble un peu à la dépression finalement. Non, la dépression, il y a souvent des angoisses, pas forcément. La dépression, dans les critères, c'est les choses qui pouvaient faire plaisir avant font beaucoup moins plaisir ou plus du tout. Une espèce d'indifférence, une tristesse profonde, quels que soient les événements, l'envie de pleurer. Après, dans les troubles du sommeil, il peut y avoir soit une hypersomnie, la personne se réfugie dans le sommeil, au contraire une insomnie. Et ces critères doivent être là depuis au moins plusieurs semaines. Pour ce qui est de la dépression, c'est important aussi de savoir qu'il
il y a des dépressions qu'il faut respecter. Par exemple, après un deuil, c'est normal d'être triste et il faut éviter de donner trop vite des antidépresseurs pour ça bloque le travail de deuil. Donc, il y a aussi, même certains psychiatres, qui ont un regard différent maintenant sur les dépressions. Parfois la personne est un peu comme un ours qui rentre dans sa tanière, elle a besoin de se poser, de se remettre en stand-by. Et ça peut être intéressant de l'accueillir avec bienveillance, cette dépression, parce qu'il y a un travail de maturation qui se fait. Et il vaut mieux parfois le respecter et se dire que c'est un moment, sauf que dans notre monde actuel, on doit être toujours super le surmoi. C'est le surmoi qui est toujours là pour nous malmener. Il faut être toujours battant, souriant, donner la meilleure image et tricher, quoi. Et oui, il faut mentir à soi-même. Oui, et puis voilà, vraiment. Et c'est là où le corps somatise et trahit. Oui. Le corps, de toute façon, parle. Il a toujours le dernier mot. Donc la prévention, c'est vraiment mon cheval de bataille, quoi. Donc je suis très contente de pouvoir partager. On va continuer. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques surtout. Donc on toute continuera. La journée, oui, depuis 18 ans. Alors c'est parfait. Bon, alors je vous dis à bientôt, Catherine, pour une 3e émission. Merci. Je vous en prie.